Bon, là, je pense que ça va mieux maintenant, hein. Voilà, je pense que c'est la dernière position. Alors, tapoter ici sur TikTok. Et puis bon, ici aussi, on va... euh, voilà, maintenant, si les morceaux de son est bon, on va commencer maintenant. Si les morceaux de son est bon, et on commence. Voilà. C'est bon maintenant. Voilà. Je pense que c'est mieux maintenant. Alors donc, il est 20h49 minutes. Je vous laisse le temps de vous connecter. Euh, je voudrais saluer nos amis chrétiens et musulmans qui font le carême en ce moment. Saluer tous nos parents musulmans qui viennent de couper le carême. J'espère que ça n'a pas été trop dur aujourd'hui et que les prières que vous avez faites vous ont revigoré, requinqué pour une autre journée de carême demain. Alors, je vous prie de continuer à tapoter, à partager le live, à partager sur les deux réseaux sociaux. Voilà. Partager, partager. Nous sommes déjà 1137 personnes en ligne sur Facebook et 1000 personnes sur TikTok. Voilà, ça fait déjà 2000 personnes en ligne. Je vous donne, on va prendre 5 minutes pour vous laisser vous connecter confortablement. Et puis tout à l'heure, on va commencer le live. Voilà. Partagez, 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 partagez. On doit être aujourd'hui 10 000 personnes en ligne, même plus parce que le sujet est important. Ça concerne tous les Ivoiriens. La prédation sur nos terres est devenue extrêmement préoccupante. Les expropriations de terrain au détriment des Ivoiriens devient absolument préoccupant et il est temps que ensemble nous disions le non, que nous appelions nos autorités à regarder de près ce qui se passe. Parce que les questions foncières sont des questions essentielles. Chacun de nous sait que la Côte d'Ivoire est dans une situation compliquée en matière de gestion foncière, que ce soit en zone urbaine et que ce soit en zone rurale. Et donc, l'affaire de Djologobité qui a éclaté grâce à Mme Traoré Aïssatou est le symbole de ce qui se passe dans notre pays dans le domaine du foncier. Où aujourd'hui, des personnes débarquent dans les villages avec des ACD, comme le cas de Enokate, où un projet d'ACD sur 67 hectares s'est finalement transformé en 514 hectares que les gens ont pu obtenir avec de faux documents. L'affaire, vous le savez, est au niveau du pôle pénal financier. Et nous aussi, à l'éléphant déchaîné, nous enquêtons sur cette affaire qui est monstrueuse et qui révèle un peu ce dans quoi nous sommes en matière de corruption qui étrangle notre pays. Donc, je vous invite à partager, à tapoter le live sur TikTok. Vous n'avez pas encore partagé, vous êtes 1000, mais à peine 200 partages. Il faut qu'on soit des milliers à écouter aujourd'hui. Nous sommes 3000 sur Facebook, on a encore 5 minutes. Je vous invite à partager le live, à partager et à tapoter aussi, à le sécuriser pour que nous puissions faire un bon direct. Nous savons que beaucoup d'Ivoiriens sont connectés, les victimes sont connectées, les procès aussi sont connectés, les Ivoiriens sont connectés, parce que c'est des questions qui touchent tout le monde. Tous les Ivoiriens, qu'ils soient du nord, qu'ils soient du centre, qu'ils soient du sud, qu'ils soient de l'ouest, qu'ils soient de l'est, tous les Ivoiriens sont touchés par les affaires de foncier en Côte d'Ivoire. Chacun a une connaissance, chacun a un parent, chacun
a une terre ou projette en acheter, il faut qu'ensemble nous nous battions pour que l'acquisition foncière en Côte d'Ivoire soit absolument sécurisée. Le ministère de la Construction promet qu'avec l'ADU qui va être lancé, sauf changement à la fin de ce mois de mars, tous les conflits fonciers, en tout cas en matière urbaine, en zone urbaine, vont s'estomper et que nous n'entendrons plus parler de faussaires, de double attribution, de triple attribution, d'ACD délivrés à des individus qui ne figurent ni dans les titres des villages, ni dans ceux du ministère. Comme le dirait l'autre, qui vivra, verra. Donc, nous verrons ce que cet ADU, présenté comme le remède miracle contre tout le faux, va servir aux Ivoiriens. Je vous demande toujours de tapoter le live, de partager. Nous commençons dans 3 minutes, 5 minutes. À 21h exactement, nous allons commencer. Et cela va durer à peu près 45 minutes, au cours desquels nous allons vous donner des éléments. Vous permettre de comprendre comment le faux a été organisé à Djorogobité. Vous permettre de comprendre comment les deeds ont été manipulés. Comment des stickers censés sécuriser les deeds au ministère de la Construction se sont soi-disant volatilisés, auraient été volés pour se retrouver sur d'autres deeds qui n'étaient pas au ministère, qui n'étaient pas dans les villages de Djorogobité. Comment, avec des documents, certains individus se sont accaparés des dizaines de terrains appartenant à des familles de Djorogobité qui, à ce jour, n'ont même pas pu disposer d'un seul lot sur leur terre parce que des individus ont participé, on ne sait de quelle manière, à faire délivrer des ACD sur les terres des gens. Le chef même de Djorogobité, M. Mekan, et sa famille, les terrains qui leur ont été donnés après le partage, près de 28 lots, à ce jour, on ne sait pas quel miracle, eux-mêmes disent que leurs lots leur ont été retirés, des gens ont fait des ACD sur leur lot. La famille n'a pas encore réussi à récupérer un seul lot sur leur propre terre. Donc l'affaire n'est pas une affaire banale qu'on peut balayer du revers de la main ou qu'on peut utiliser pour manipuler l'opinion parce que des victimes sont dans la détresse. Nous allons vous dire combien ont porté plainte formellement contre des individus. Nous allons vous dire où les deeds ont été fabriqués, comment les deeds se sont retrouvés entre les mains d'individus qui en aucune manière ne devraient les avoir entre leurs mains, comment des compulsoires ont été réalisés, non pas dans les deeds du village, mais dans d'autres deeds que personne n'a vus, mais qui ont permis, malgré cela, à des individus de se faire délivrer des ACD au ministère de la Construction. Nous savons aujourd'hui que le parquet de Bergerville mène une enquête sur cette affaire. Nous savons aussi qu'au niveau du tribunal d'Abidjan, une procédure est pendante et que dans quelques jours, un procès va s'ouvrir. Mais nous avons fait une enquête et nous nous sommes déportés sur le terrain, à la fois au ministère de la Construction, à la fois au tribunal d'Abidjan, à la fois à Djorogobité, à la fois dans d'autres lieux. Nous avons interrogé des gendarmes à la retraite qui ont eu à connaître l'affaire de Djorogobité, qui ont fait de l'enquête sur des documents produits par les uns et les autres. Nous avons interrogé des avocats
des magistrats à la retraite, des familles hétérocopitées, interroger la chefferie de l'ancienne chefferie de Abou Baoulé. Nous avons pu nous procurer des documents dans les premiers JIT avant la séparation en 2014 jusqu'en 2018 entre Djogobité et Abobo Baoulé. Bref, nous avons fait une enquête complète. Si nous devons rédiger cette enquête pour la mettre dans un journal, on a fait le point, ça fera pratiquement 75 pages. 75 pages. Plus la documentation, c'est près de 100 pages d'enquête. Que nous avons, pour vous, chers Ivoiriens, synthétisé en seulement 12 pages. Donc de 100 pages, nous sommes revenus à 12 pages. Pour que nous puissions faire le direct avec ça, pour que vous ayez les éléments les plus importants pour comprendre toute l'histoire. Il est 21h et nous allons commencer ce direct-là. Je vous demande d'être attentifs, voire même d'enregistrer ce live sur TikTok et sur Facebook. Enregistrez et gardez ça dans vos archives visuelles, dans vos archives vidéo. Nous sommes 5000 personnes en ligne. Beaucoup sont toujours en train de couper le carême. Ils vont nous prendre en route. Je reçois des messages de dire, faut pas commencer, on est encore dans le carême, on est en train de manger. Non, vous allez nous prendre en route. Chers amis, chers Ivoiriens, je suis Assalé Temoko Antoine, journaliste d'investigation, fondateur du journal L'éléphant déchaîné, journal d'investigation créé en octobre 2011. Je suis aussi un élu de la nation. Je suis député de Côte d'Ivoire, élu par le peuple de Tiassalé, mais représentant, par la Constitution de Côte d'Ivoire, de l'ensemble des Ivoiriens. À ce titre-là, en tant que député, je représente chaque Ivoirien sur le territoire national. Comme les 254 autres députés représentent chaque Ivoirien vivant sur le territoire national. Notre rôle n'est pas d'accompagner forcément le gouvernement dans sa gestion au quotidien des affaires de l'État. Notre rôle est de faire en sorte que les actes posés par le gouvernement produisent des effets bénéfiques sur la qualité de vie de nos populations. Et donc nous avons un rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Nous avons aussi un rôle de vérification du fonctionnement de notre administration publique, qui intègre aussi notre appareil judiciaire, qui intègre aussi nos forces de répression, nos appareils de répression que sont la gendarmerie, la police. Donc le député dans une nation joue un rôle important. Quand une partie du peuple gémit, pleure de douleur, le député doit chercher à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le peuple est mécontent? Il doit enquêter, parce que contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas simplement au sein de l'hémicycle que le député doit jouer son rôle. À l'hémicycle, il prend la parole au nom du peuple. En dehors de l'hémicycle, il est à l'écoute du peuple pour entendre ses cris, pour entendre ses récriminations, pour entendre aussi ses moments de joie, pour participer à ces moments de joie. Et contribuer au quotidien à éclairer le peuple sur les actes qui sont posés par les dirigeants. Voilà le rôle, l'un des rôles les plus essentiels d'un député. En tant que journaliste d'investigation, j'enquête avec toute une équipe de journalistes qui sont à l'éléphant déchaîné. Ce sont une dizaine de journalistes qui sont à l'éléphant déchaîné plus
le directeur de publication. Et les résultats des enquêtes journalistiques que nous menons peuvent être publiés dans le journal, comme on l'a fait pour l'affaire Dame Touré Hélène contre Koumé Bakari. Ou alors le député peut s'en saisir pour informer toute la nation, puisque tous les Ivoiriens n'ont pas forcément les moyens d'acheter un journal. Or, aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens ont quand même un petit smartphone qui peut leur permettre d'avoir au moins une vidéo passée. Continuez à tapoter les deux côtés. Nous sommes 2500 sur TikTok, 6000 sur Facebook. Tapotez le live. Et donc, les journalistes de l'Éléphant Chaîné ont mené une enquête, d'ailleurs qui continue. D'autres révélations seront faites plus tard. Et ces enquêtes-là nous ont permis d'avoir, en quelque sorte, la trame de l'histoire et de comprendre un peu les rôles joués par les uns et les autres dans ce poker menteur qu'est l'affaire de Rogobité. Je m'en vais donc ce soir très méthodiquement, de façon très pédagogique, pour que vous compreniez avec un langage accessible, pour que tout le monde comprenne, vous dire ce que nous avons découvert sur l'affaire Tchorogobité. Il y a quelques semaines de cela, Madame Traoré a fait une vidéo, Traoré Azatou a fait une vidéo disant que le nommé Koumé Bakari se serait accaparé son lot ou aurait accaparé son lot si la Rogobité. La vidéo diffusée par elle sur les réseaux sociaux a créé une vive émotion dans notre pays, notamment pour ceux qui ont les réseaux sociaux. À la suite de cette vidéo, d'autres victimes sont apparues accusant la même personne, M. Koumé Bakari, de les avoir expropriés, d'avoir détruit leur maison, ainsi de suite. Dans la recherche de la vérité sur cette affaire, deux camps se sont formés. Le premier camp est celui de ceux qui défendent le nommé Koumé Bakari, présenté comme la victime d'un lynchage médiatique organisé, alors que ce dernier aurait la vérité de son côté. Pour le défendre, donc, les animateurs de ce camp-là, à coup de vidéos et de publications sur les réseaux sociaux, ont produit de nombreux documents présentés comme authentiques et authentifiés qui démontreraient que la vérité serait du côté de M. Koumé Bakari. Ça, c'est le premier camp. Il y a aussi un deuxième camp qui est celui de ceux qui ont choisi de donner du crédit aux déclarations des victimes et de les aider à obtenir justice. Je fais partie de ce deuxième camp-là. D'abord parce que je suis député et que mon rôle est d'être aux côtés de ceux qui estiment être victimes d'injustice, donc des victimes ivoiriennes, et en tant que journaliste, de prendre leurs déclarations pour ouvrir les enquêtes, pour découvrir la vérité. Nous avons mené une enquête absolument équilibrée, où nous avons entendu toutes les parties. Ministère de la Construction, M. Koumé Bakari, M. Traoré Youvier, le chef de Rogobité, la famille Mambo et toutes les autres victimes et d'autres acteurs comme Maître Touré Amara, Maître Kofi Maurice. Toutes ces personnes, nous les avons approchées ou interrogées. Donc, je fais partie de ce deuxième camp parce que les victimes sont nombreuses et qu'il est très rare que des gens qui ne se connaissaient pas avant
puissent sortir pour accuser la même personne d'être leur bourreau. Ensuite, parce que les déclarations des victimes, de semaine en semaine, n'ont pas varié. En fait, parce qu'une simple vérification des déclarations du nommé Komé Bakari nous a permis de découvrir beaucoup d'incohérences, de variations et d'improbabilités. Vous le savez, la construction d'un mensonge cohérent nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de vigilance et une veille de tous les jours. La construction d'un mensonge cohérent nécessite une grande capacité de mémorisation. Or, comme le disait Abraham Lincoln, aucun homme n'a suffisamment de mémoire pour réussir dans le mensonge. Pour confirmer notre position d'être aux côtés des victimes, nous avons ouvert plusieurs enquêtes en fonction des saisines que les victimes opéraient auprès de notre journal et également en fonction des plaintes qui étaient déposées auprès de la justice, auprès de la police, auprès de la gendarmerie. Nous avons surtout suivi les plaintes déposées auprès du 40e arrondissement de Cocody. Pour mener l'enquête, nous avons utilisé des journalistes de l'Éléphant déchaîné qui ont interrogé et rencontré les victimes. Interrogé le nommé Komé Bakari, rencontré le nommé Traoré Mouvié qui est au cœur de cette affaire. Rencontrer aussi la chefferie de Djorgobité, échanger avec d'autres victimes vivant hors du pays, parce qu'il y a des victimes aussi de M. Komé Bakari qui sont hors du pays, qui sont intervenus auprès de nous avec les mêmes récriminations. Nous avons interrogé aussi des gendarmes et des policiers, y compris des commissaires de police, qui sont victimes des mêmes faussaires dans l'affaire de Djorgobité. Il y a même des directeurs de cabinet de ministres de la Côte d'Ivoire qui sont aussi victimes des mêmes individus dans l'affaire de Djorgobité, que nous avons également interrogés. Au-delà de cela, nous avons commis des avocats. Nous avons commis des commissaires de justice pour nous appuyer dans la recherche de la vérité. Et ces avocats ont fait un travail formidable. Ces commissaires de justice ont fait un travail formidable en respectant les procédures, en nous orientant juridiquement auprès des tribunaux pour avoir des éléments d'appréciation des documents produits par les uns et les autres. Donc nous avons fait une enquête complexe. Enfin, nous avons interrogé des journalistes qui, dans cette affaire, ont pris une position. Parmi ces journalistes, le nommé Saïd Penda. Nous l'avons également interrogé, puisque lui également dit avoir travaillé sur l'affaire et a produit plusieurs publications et des vidéos au cours desquelles il a produit des documents qu'il dit avoir authentifiés et qui démontreraient que la vérité se trouverait aux côtés de M. Komé Bakari. Ce confrère, notamment, au cours de ces vidéos, a ciblé le premier responsable de l'Éléphant déchaîné, qu'il a injurié, insulté, traité de tous les mots, traité d'apprenti journaliste, traité de politicard, de fasciste,
de xénophobes et d'autres crimes d'Israël. Nous avons interrogé M. Saïd Penda pour qu'il nous permette de découvrir les éléments qui lui ont permis d'authentifier les pièces qu'il a produites sur les réseaux sociaux et avec lesquelles il a accusé le patron de l'éléphant déchaîné de ne pas être un journaliste. Donc, nous avons interrogé beaucoup de journalistes. Cela dit, et avant de poursuivre, nous sommes 7600 personnes en ligne sur Facebook, 3000 sur TikTok. Cela dit, avant de poursuivre, je voudrais faire les précisions suivantes. Contrairement à mon confrère, pour qui j'ai beaucoup de respect, ou pour qui j'avais beaucoup de respect avant l'affaire Komi Bakari, contrairement aux affirmations de mon confrère Saïd Penda, qui a juré avec une main sur le cœur et une autre main posée sur le Coran, en citant des sources soi-disant haut placées dans l'appareil judiciaire. Contrairement donc à ce qu'il a affirmé, M. Komi Bakari est bel et bien inculpé pour faux et usage de faux par le 6e cabinet d'instruction du tribunal d'Abidjan. Dans l'affaire qui l'oppose à Dame Touré Hélène, épouse Thiebi, dont il a rasé la maison en 2016-2017. La procédure est terminée, l'affaire va passer en jugement. Komi Bakari est donc inculpé pour faux et usage de faux, contrairement aux affirmations de M. Saïd Penda, qui prétend que, après avoir entendu des hauts magistrats, M. Komi Bakari ne ferait l'objet d'aucune procédure judiciaire au tribunal d'Abidjan. Il y a donc une procédure pour faux usage de faux, parce que dans l'affaire qui l'oppose à Mme Touré Hélène épouse Thiebi, M. Komi Bakari a utilisé une fausse lettre d'attribution, un faux certificat de propriété pour aller détruire la maison de la dame. La lettre d'attribution qui est fausse, le certificat de propriété qui est faux, ont été annulés sur un rapport de la direction des affaires juridiques et du contentieux du ministère de la Construction par le ministre Sanogo Mamadou pour faux et usage de faux. Malgré cette annulation, M. Komi Bakari s'est arrangé pour avoir une décision de justice au fait d'aller détruire la maison de la dame. Alors même que les documents qu'il a produits sont frappés de faux et en raison de ce faux-là, la justice ivoirienne l'a inculpé pour faux et usage de faux. Donc il y a bien une procédure contre M. Komi Bakari devant le tribunal d'Abidjan. L'affaire va passer en jugement devant le tribunal correctionnel. Première chose. Sur l'affaire toujours de Mme Touré Hélène, M. Komi Bakari à ce jour ne détient aucun document de propriété sur le terrain de Dame Touré Hélène. Pourtant, il a vendu ce terrain à hauteur de 50 millions à une personne. Aujourd'hui, le ministère de la Construction, qui a compris toute l'affaire, a instruit le dossier et est sur le point de délivrer l'ACD au vrai propriétaire de la terre, qui est M. Aka Etienne, neveu de M. Ngouran Kwadjo, celui qui a vendu le terrain à Dame Touré Hélène et pour Thiebi. Un titre foncier a été créé, l'attestation domaniale a été délivrée et il ne porte pas le nom de Komi Bakari. Il porte le nom du vrai propriétaire de cette terre. Voilà pour ce qui concerne. Et le procès qui va s'ouvrir au tribunal d'Abidjan permettra de conclure en cela. Et Dame Touré, Hélène, épouse Thiebi, a toutes les chances donc de récupérer son terrain sur lequel un immeuble a été bâti. D'ailleurs, la personne qui a acquis ce terrain-là risque d'être poursuivie pour recel de faux usage de faux et
pourra se situer devant le tribunal d'Abidjan. C'est donc la première précision. Deuxième précision. Sur le nombre de plaignants contre M. Kome Bakari, contrairement aux affirmations encore de mon confrère Saïd Penda, qui a déclaré la main sur le cœur et une autre main sur le Coran, qu'il n'y a que 5 plaignants contre le nommé Kome Bakari. Aujourd'hui, nous avons la liste de tous les plaignants depuis février 2025 jusqu'à ce jour. Nous avons la liste de tous les plaignants devant le commissariat de police et devant le tribunal. Il y a exactement 16 plaignants. 16 plaignants. Nous avons les listes qui ont porté formellement plainte contre Kome Bakari devant le commissariat du 40e arrondissement. Il n'y a donc pas 5 plaignants, comme l'a affirmé avec imprudence mon confrère Saïd Penda, que je n'oserais jamais insulter, parce que les insultes et les injures mesurent la dimension entre l'ignorance et la connaissance. Les gens qui font un travail correct donnent leurs résultats et laissent l'opinion apprécier. Ils ne s'abandonnent pas dans les insultes, dans les injures pour cacher leur compromission, voire même leur mauvaise éducation. Il y a donc 16 plaignants contre M. Kome Bakari. Aujourd'hui, il y a eu un 17e plaignant qui a saisi le parquet d'Abidjan contre Kome Bakari. Et ce 17e plaignant, c'est le député de la nation Assalé Timoko. Oui, j'ai porté plainte aujourd'hui auprès du parquet d'Abidjan contre M. Kome Bakari. Non pas parce qu'il m'aurait pris intérêt, mais pour des raisons que je vais vous expliquer plus tard. Troisième précision. Nous sommes 9000 personnes en ligne. Continuez à partager parce que la Côte d'Ivoire doit découvrir ce qui se passe réellement. Les Ivoiriens doivent découvrir comment leur administration est utilisée pour brimer le peuple de Côte d'Ivoire. Comment leur administration, comment leur système judiciaire est utilisé par des faussaires pour détruire des vies entières dans le silence total. Donc, partagez, enregistrez et gardez cela. Troisième précision donc, sur l'identité ou sur le lieu de naissance de M. Kome Bakari. M. Kome Bakari n'est pas né en Côte d'Ivoire. Je répète, M. Kome Bakari n'est pas né en Côte d'Ivoire. Il n'est pas né à Aboboga, Bécherville. M. Kome Bakari est né le 1er janvier 1979 à Kwara, dans la commune de Nara, République de Bali. Je répète, M. Kome Bakari est né le 1er janvier 1979 à Kwara, dans la commune rurale de Nara, République du Mali. De père et de mère maliens. Avant qu'il ne se fasse établir une carte d'identité ivoirienne en 2009, dont la carte d'identité orange, M. Kome Bakari possédait, et ça nous l'avons vérifié auprès du consulat du Mali en Côte d'Ivoire et auprès du ministère du Budget, auprès du cadastre, avant de posséder la carte d'identité ivoirienne en 2009, sur laquelle il est né à Aboboga, M. Kome Bakari possédait la carte consulaire numéro 03 37 674 établie le 18 juin 2002 à Abidjan par l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Sur cette carte consulaire dont nous avons les éléments documentés, M. Kome Bakari est né au Mali, à Kwara, dans la commune de Nara. C'est très clair.
Alors, au cadastre d'Abidjan, où il a fait plein de papiers pour avoir les ACD et tout ça, auprès des impôts de Côte d'Ivoire, M. Bakary paye certains impôts fonciers, il est enregistré comme né au Mali à Ouattara. C'est très clair. Pour son enregistrement aux impôts, il a utilisé sa carte consulaire malienne. Et jusqu'à ce jour, c'est cette carte-là qui est la documentation détenue par les services des impôts de Côte d'Ivoire. En 2015, M. Komi Bakary a obtenu un renouvellement la carte d'identité VEX, délivrée le 11 mars 2015. Avec quelle pièce de parents ivoiriens ou bien avec quelle documentation de l'État de Côte d'Ivoire M. Komi Bakary a-t-il pu obtenir la carte d'identité orange en 2009? A-t-il été naturalisé et par conséquent dispose-t-il d'un décret de naturalisation? Pour obtenir la réponse à cette question, nous avons interrogé les archives de naturalisation en Côte d'Ivoire. Est-ce que M. Komi Bakary a été naturalisé? Pour avoir la réponse, nous avons interrogé les archives des décrets de naturalisation en Côte d'Ivoire. Au terme de cette recherche, nous n'avons pas retrouvé le décret de naturalisation de M. Komi Bakary. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. En revanche, nous avons retrouvé celui de son grand frère, de même père et de même mère, M. Komi Sessé, né lui aussi à Ouattara, opérateur économique, naturalisé en 2005 par un décret signé par le président Laurent Gbagbo. Donc, M. Komi Sessé a obtenu la nationalité ivoirienne de façon parfaitement régulière. Son décret de naturalisation existe, nous l'avons vu. En revanche, nous n'avons pas été à mesure de retrouver le décret de naturalisation de M. Komi Bakary. Son petit frère, donc, le petit frère de Komi Sessé, a-t-il donc utilisé un décret de naturalisation? Nous avons posé la question directement à Komi Bakary lui-même pour qu'il nous montre son décret de naturalisation, puisque à tort, les gens l'accusent d'avoir fraudé pour avoir la nationalité ivoirienne. Nous voulions vérifier la véracité des faits. Donc nous avons approché M. Komi Bakary pour lui demander s'il disposait d'un décret de naturalisation dans la primative qui nous donne le numéro de décret pour que nous puissions vérifier. À ce jour, et 3 semaines plus tard, M. Komi Bakary n'a pas été à mesure de nous produire ce décret. Peut-être existe-t-il, peut-être l'a-t-il en main, mais pour le moment, nous ne l'avons pas encore. Nous avons approché l'ONESI, Office national de l'identification en Côte d'Ivoire, pour voir quelles sont les pièces qui ont permis à Komi Bakary de se faire délivrer la carte d'identité ivoirienne. Parce que s'il a été naturalisé, le numéro du décret de naturalisation doit figurer sur son certificat de nationalité. C'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, l'ONESI, de par nos sources, ne dispose d'aucune documentation concernant les pièces par lesquelles M. Komi Bakary a obtenu la carte d'identité en 2009. Puisque la carte d'identité dont il dispose aujourd'hui n'est qu'un renouvellement. Et donc, nous n'avons toujours pas pu avoir l'élément qui a permis à M. Komi Bakary de naître en Côte d'Ivoire alors qu'il est né au Mali et de se faire délivrer la carte d'identité ivoirienne. Encore une fois, je répète, cela ne veut pas dire que son décret n'existe pas.
Pour le moment, toutes les recherches que nous avons faites ont été infructueuses et lui-même n'a pas voulu ou n'a pas pu nous produire ce décret-là. Ça, c'est cela la documentation vérifiée. En poursuivant nos recherches, nous avons pu obtenir 2 arrêts de justice, dont l'un a été rendu au bénéfice de Kome Bakari et l'autre contre Kome Bakari. Le premier par le tribunal de première instance, le deuxième par la cour d'appel, chambre d'accusation. Sur le premier document de justice, M. Kome Bakari est déclaré comme né au Mali. Sur le deuxième document de justice, deuxième arrêt, également, chambre d'accusation, cour d'appel, M. Kome Bakari est déclaré comme né au Mali. On parle de 2019. Alors même que depuis 2009, il détient la carte d'identité ivoirienne. En 2016 et en 2019, dans des procédures judiciaires, ses avocats le présentent comme né au Mali le 1er janvier 1979. Mais dans le même temps, auprès du ministère de la Constitution, Kome Bakari est né le 20 janvier 1979 en Côte d'Ivoire, à Abobo-Gare. Ça fait 2 lieux de naissance différents. Même s'il a été naturalisé, son lieu de naissance ne peut pas changer. Jusqu'à preuve du contraire, aucun être humain ne peut naître dans 2 endroits différents et à des dates différentes. Alors, nous ne nions pas que M. Kome Bakari a pu avoir la nationalité ivoirienne. Nous disons que son décret de naturalisation ne l'a pas obtenu et au-delà, il ne peut pas être né dans 2 endroits différents, ainsi que le dit sa carte consulaire et sa carte d'identité. Enfin, existe-t-il un lien entre Kome Bakari et Kome Sese, l'opérateur économique connu en Côte d'Ivoire, naturalisé régulièrement en 2005 par le président Babou. Toutes les vérifications que nous avons faites pour voir si M. Kome Bakari était le prête-nom de son grand frère se sont soldées par des résultats infructueux. Il n'y a aucun lien que nous avons pu découvrir entre M. Kome Sese et M. Kome Bakari pour ce qui concerne les activités de M. Kome Bakari. D'ailleurs, les éléments que nous avons obtenus dans cette enquête-là sont tellement grossiers qu'on ne peut même pas imaginer que son grand frère, qui est dans les affaires, puisse être associé dans de tels faits grossiers. Et donc, nous n'avons aucun élément qui nous permet de faire le lien entre les 2 hommes. Parce qu'un journaliste, ça aussi de faire une enquête pour comprendre ce qui est juste et ce qui n'est pas vrai. Et donc là-dessus, nous ne pouvons affirmer d'aucune manière qu'il y a un lien entre les 2 hommes pour son activité menée à Drogobité. Ces précisions faites, alors que nous sommes déjà 10 000 personnes en ligne, merci beaucoup, chers Ivoiriens, continuez à partager, on doit aller même à 20 000 personnes, pour que les Ivoiriens comprennent dans quoi nous sommes en fait. Comment ce pays-là est en train petit à petit de glisser dans une sorte de débat immoral, dans une sorte d'abandon total entre les mains de faussaires, entre les mains de voyous qui ont pignon sur rue, qui sont protégés par ailleurs par des individus haut placés, et donc qui sont dans notre pays et qui commettent des infractions tous les jours sans que la justice ne les rattrape. Mais on va y revenir. Ces précisions faites, venons-en maintenant à l'affaire de Drogobité. À la suite de 3 arrêts rendus par la Chambre administrative de la Cour suprême, le village de Drogobité a obtenu le droit de signature sur les attestations villageoises relatives au lotissement Bessikoua. Avant cet arrêt, seul le village de Abobaoulé avait droit de signature sur les attestations en liaison avec la chefferie de Drogobité qui délivrait
les lettres de cession à partir desquelles la chefferie de Abou Baoulé faisait les attestations. Donc, il y a un guide sur le lotissement Bessikwa qui est détenu aujourd'hui par la chefferie de Abou Baoulé. Sur ce lotissement, donc, après le conflit entre les deux villages, il ne restait que sur près de 5 000 lots, plus de 6 000 lots, il ne restait que 1 272 lots résiduels qui sont revenus au village de Djorogobité à la suite d'une liste établie par le ministère de la Construction à travers son service juridique. En 2020, sur demande de la chefferie de Djorogobité, le nommé Taoué Nyungvie, opérateur immobilier, opérateur foncier, qui a travaillé en liaison avec la chefferie de Djorogobité pendant le procès contre le village de Abou Baoulé. Et donc, la chefferie de Djorogobité a demandé à M. Taouré Nyungvie de confectionner les guides afin de faire le partage des lots et procéder aux ventes régulières. M. Taouré Nyungvie s'est adressé à un imprimeur qui se trouve à Makori. Tout à l'heure, je vous donnerai le nom de l'imprimeur. Là, M. Taouré Nyungvie a fait confectionner 12 tomes de guide pour le village de Djorogobité et 12 tomes du même guide pour le ministère de la Construction. Donc, au total, 24 tomes ont été produits. Sauf que la chefferie de Djorogobité, plusieurs mois plus tard, après la confection des guides qui sont restés avec Taouré Nyungvie, la chefferie va s'apercevoir que les lettres d'attribution régulièrement délivrées par ses soins à des acquéreurs enregistrés dans le guide se retrouvaient pris de court au ministère de la Construction parce que sur les mêmes lots se trouvaient d'autres lettres d'attribution délivrées à d'autres personnes inconnues du village ou de la chefferie de Djorogobité. Donc il y avait des doubles attributions, ce qui était incompréhensible. Et ceux qui avaient les lettres d'attribution, qui ne provenaient pas des guides du village de Djorogobité, arrivaient avec une facilité déconcertante à avoir les ACD avant même ceux qui ont acquis régulièrement le terrain et qui ont leur nom inscrit dans le guide de Djorogobité 2. Djorogobité 2 va découvrir plus tard également que les guides ont été manipulés par on ne sait qui et qu'il existait des guides parallèles qui permettaient notamment au nommé Komi Bakari et à d'autres personnes de faire des compulsoires qui prospéraient rapidement devant le ministère de la Constitution. C'est ce qui explique que, alors même que M. Komi Bakari n'est pas inscrit ni dans les guides du village d'Abou Baoulé, ni dans les guides du village de Djorogobité 2, il arrivait à avoir des ACD sur les parcelles, alors même que dans les guides du ministère de la Construction, son nom ne figurait nulle part. C'était ça, le grand paradoxe. Aujourd'hui, nous savons exactement ce qui s'est passé. 1. M. Komi Bakari récupère les guides chez l'imprimeur. C'est le titre de cette partie-là. Quand les guides ont été conçus dans une imprimerie de Makori au prix de 1 900 000 francs payé par M. Taouré Nyungvie, c'est Komi Bakari, qui n'est ni opérateur sur le terrain,
qui n'a participé à aucune étape de lotissement, qui n'était connu de personne dans le village de Drogobité, qui est allé à l'imprimerie récupérer les DID. Je répète, quand les DID ont été conçus dans une imprimerie à Makori, les 24 tomes du DID, c'est M. Kome Bakari qui est allé récupérer les DID auprès de l'imprimeur, à l'insu du village et de la chefferie de Drogobité. À quel titre Kome Bakari est allé récupérer les DID du village? À cette question, l'imprimeur, le nommé Adia Landry Emma, répond que c'est M. Traoré Youvier qui lui a envoyé Kome Bakari récupérer les DID et qu'il s'est assuré de cela en appelant Traoré Youvier avant de remettre les DID à Kome Bakari. Donc les DID de Drogobité, après la conception à l'imprimerie, la première personne qui les a reçus, c'est M. Kome Bakari. Selon les déclarations de l'imprimeur. Interrogé par les journalistes de l'éléphant déchaîné, qui sont allés à sa rencontre, M. Traoré Youvier a répondu qu'il n'a pas envoyé Kome Bakari récupérer les DID et que ce serait l'un de ses collaborateurs, le nommé Jean-Serge, qui serait allé avec Kome Bakari pour prendre les DID auprès de l'imprimeur. Le collaborateur en question ne travaille plus avec M. Traoré Youvier. L'éléphant déchaîné l'a appelé pour vérifier cette déclaration de M. Traoré Youvier. M. Jean-Serge a répondu au journaliste de l'éléphant déchaîné qu'il ne peut pas se prononcer sur cette affaire. Maintenant, à partir du moment où il ne travaille plus avec M. Traoré Youvier, mais qu'il ne se reconnaît pas avoir accompagné qui que ce soit. C'est ce qu'il nous a répondu. Interrogé également par les journalistes de l'éléphant déchaîné, M. Kome Bakari n'a pu répondre à cette question. Pourquoi c'est lui qui allait prendre les DID quand ils ont été conçus? Il n'a pu nous répondre. 2. L'histoire des stickers dans les DID. Je rappelle que l'enquête est rédigée avec toutes les pièces, va faire autour de 75 pages, 100 pages. Et que nous l'avons synthétisé en 12 pages pour pouvoir vous la mettre à disposition pour que vous compreniez l'essentiel de la chose. Nous avons toutes les documentations de chaque étape. L'histoire des stickers apposés dans les DID de Drogobité. Au cours de l'émission que nous avons eue sur NCI avec le directeur du domaine urbain, M. Diallo Aboulaye, pour ceux qui ont suivi l'émission, M. Diallo Aboulaye a déclaré que des stickers spéciaux ont été conçus pour authentifier les DID de Drogobité parce qu'il y avait des documents qui venaient et qui démontraient qu'il y avait des irrégularités dans les DID. Et que c'est lui qui a fait concevoir ces stickers pour les apposer dans les DID pour les authentifier. Alors, en 2022, effectivement, devant ce qui se passait, la confusion totale créée dans les attributions avec des compulsoires réalisés non pas à Drogobité, mais qui prospéraient au ministère, le secrétaire général de la chefferie de Drogobité a écrit au ministère de la Construction, notamment à M. Diallo Aboulaye, pour lui signaler l'existence d'un guide parallèle à partir duquel des individus arrivaient à faire des compulsoires pour avoir des ACD au ministère de la Construction.
C'est donc à la suite de ces courriers que le ministère a décidé d'apposer des stickers sur les pages des 12 tomes du guide de durabilité. Les stickers ont été commandés et remis au nommé Yapi Roger, à l'époque sous-directeur au domaine urbain. C'est lui qui a fait apposer au cours de 3 jours de travail, pratiquement 4 jours de travail, les stickers dans les 12 titres de durabilité, page par page. Je vous invite à partager tout le live parce que les choses qui vont être dites aujourd'hui vont peut-être vous choquer et vont pousser chacun de nous à s'interroger profondément sur la nature du pays dans lequel nous vivons. Donc écoutez attentivement. Le secrétaire général de durabilité, le clerc d'huissier, le nommé Touré Amara, Maître Touré Amara, ont assisté au ministère de la Construction à la pose des stickers sur les pages des titres de durabilité. À la fin de ce processus-là, les 12 titres stickés ont été remis à M. Touré Amara, Maître Touré Amara, à l'effet pour lui d'aller les remettre à la chefferie de durabilité contre décharge officielle. Voilà comment la décision a été prise de mettre les stickers. 3. 123 pages des guides, 123 pages ont été arrachées des guides de durabilité après que ces pages ont été stickées au ministère de la Construction. 123 pages dont nous sommes en possession. Nous avons ces 123 pages. Stickées ont été arrachées des guides une fois sortis des bureaux du ministère de la Construction. Comment cela a été possible? C'est Maître Touré Amara qui explique cela. Il dit qu'une fois sorti du ministère de la Construction, il a reçu le coup de fil de Traoré Nouvier. Traoré Nouvier, rappelons-le, est celui qui travaillait avec le village de durabilité et qui a conçu, à la demande du village, les guides. Donc, il est connu comme faisant partie de l'affaire. Donc, Maître Touré Amara explique que, sorti du ministère de la Construction, Traoré Nouvier l'aurait joint au téléphone pour lui dire d'aller directement voir l'imprimeur avec les guides stickés. Et que, déférant à cette instruction, il serait directement allé voir l'imprimeur qui ne connaissait pas à Makori. Que là, il a remis les guides à l'imprimeur pour le compte de Traoré Nouvier. Et que l'imprimeur lui a dit que le travail à faire devait prendre un peu de temps. Et donc, lui, Touré Amara, serait allé se promener pendant quelques heures. Et que, donc, quelques heures plus tard, l'imprimeur l'a rappelé pour dire qu'il a fini le travail et donc de venir récupérer les titres. Que là, une fois devant l'imprimeur, ce dernier lui a remis les 12 tomes, lui aurait remis les 12 tomes, plus un sachet contenant des pages du titre qui avaient été arrachées. Qu'il a pris le temps de compter, il y en avait 123. Effectivement, il y en a 123. L'éléphant déchaîné a pu se procurer ces 123 pages. Et donc, après cela, il serait allé remettre les 12 tomes du guide avec les nouvelles pages non stickées, 123 nouvelles pages non stickées, à Traoré Nouvier. Et que par mesure de prudence, lui-même, Maître Touré, a conservé les 123 pages stickées et retirées du guide. Que 48 heures plus tard, Traoré Nouvier l'aurait rappelé pour qu'il vienne prendre les guides, à l'effet de les remettre maintenant au village de durabilité.
Donc, sortis du ministère, les guides ne sont pas allés à Djogobité, ils sont allés à l'imprimerie à Bakori, où 123 pages stickées avec des noms d'acquéreurs ont été arrachées, et les guides ont été remis à Taoré Mouvier, et 48 heures plus tard, il les a remis à Touré Amara à l'effet de les déposer à Djogobité. Voilà ce que dit Touré Amara. Alors, écoutez bien ce qui va suivre maintenant. Que, étant venu chez Traoré Mouvier pour récupérer les titres à l'effet de les déposer à Djogobité, Traoré Mouvier lui aurait demandé plutôt d'aller avec les guides encore au ministère, voir le nommé Yapi Roger, sous-directeur à la DDU. Touré Amara dit que déférant encore à ces instructions, il serait allé remettre les 12 guides avec les 123 pages nouvelles à l'intérieur, et que là, Yapi Roger, le sous-directeur, aurait apposé encore de nouveaux stickers sur les 123 nouvelles pages arrachées à l'imprimerie. C'est Maître Touré Amara qui dit cela. Interrogé, l'imprimeur reconnaît effectivement avoir retiré les pages. Donnez-moi une minute, je viens. Alors, voilà. Interrogé, l'imprimeur reconnaît avoir arraché des pages dans le titre, des pages qui d'après lui seraient raturées. Et donc, il les aurait arrachées après avoir évidemment informé Traoré Mouvier. Alors, Traoré Mouvier détenait-il d'autres guides dans son bureau en dehors des guides de Djogobité? À cette question, Maître Touré répond par l'affirmative. Alors, n'oubliez pas que l'imprimeur reconnaît avoir arraché 123 pages dans les titres. Mais il dit que c'est Maître Touré qui lui aurait demandé de les arracher. Et qu'avant de les arracher, il a appelé Traoré Mouvier pour lui demander s'il pouvait arracher ces pages. Et que Traoré Mouvier lui a confirmé que ces pages devaient être arrachées. Voilà ce que dit l'imprimeur, M. Adja Landry Emma. Je rappelle que nous nous sommes procurés les 123 pages en question. Alors, donc c'est après toutes ces manipulations que les guides se sont retrouvés à Djogobité. Là également, malgré les stickers, on découvrira plus tard que d'autres attestations seront délivrées non pas à partir des guides du ministre de Djogobité, mais d'autres guides qui portaient aussi des stickers avec lesquels le nommé Koumé Bakari a réussi à avoir des accédés au ministère de la Construction. Interrogé, Maître Touré Amara reconnaît que dans les locaux de Traoré Mouvier, il a effectué des compulsoires dans des guides en pensant que c'était les guides de Djogobité. Et c'est après qu'il a découvert que ce n'étaient pas les mêmes guides de Djogobité et que Traoré Mouvier avait d'autres guides dans son cabinet. Donc il y avait plusieurs guides qui induisaient chaque fois en erreur le village de Djogobité, puisque les attestations délivrées par Djogobité ne prospéraient pas au ministère. Seules celles délivrées par le guide parallèle à des individus comme Koumé Bakari prospéraient au ministère. Les compulsoires de Koumé Bakari, notamment sur les lots de Mme Traoré Assatou,
et de l'imam n'ont pas été faits dans le DID de Logobité, ont été faits dans les DID détenus en dehors du village de Logobité. Et ces compulsions ont été réalisées par Maître Kofi Maurice, que l'éléphant a interrogé. Puisque nous avons la preuve que ces compulsions n'ont pas été faites dans le DID du village de Logobité, alors qu'ils ont été faits par Maître Kofi Maurice au bénéfice de 2 personnes, dont Kobe Bakari. Interrogé par l'éléphant déchaîné, Maître Kofi Maurice a dit ne plus se souvenir du lieu où il a fait le compulsoire pour le compte de Kobe Bakari. Il dit qu'il ne s'en souvient pas. L'éléphant l'a interrogé, il nous a répondu qu'il ne s'en souvient pas. Si c'était au village de Logobité ou si c'était sur Traoré Unité. Nous avons pris acte de sa réponse. Les enquêtes qui ont cours pourront permettre, devant les juges d'instruction, d'apprécier cette partie. Interrogé par l'éléphant déchaîné, M. Yapi Roger, sous-directeur à la DDU, n'a pas répondu à nos questions. Nous avons envoyé un message écrit, il n'y a pas répondu. Mais interrogé autrement par d'autres personnes, M. Yapi Roger a nié avoir apposé de nouveaux stickers dans les DID après que les 123 pages ont été arrachées. En revanche, il reconnaît que des stickers auraient été volés dans son bureau au ministère de la Construction. Je répète, M. Roger, sous-directeur au ministère de la Construction, à la DDU, déclare que des stickers auraient été volés dans son bureau au ministère de la Construction. Et que ce sont ces stickers-là qui peut-être ont servi à fabriquer d'autres titres. Nous lui avons demandé à savoir quelles mesures a-t-il prises quand il a découvert que les stickers restants ont été volés. Il n'a pas répondu à cette question. D'ailleurs, Maître Touré reconnaît que Diallo Aboulaye l'aurait appelé un jour pour demander si des stickers ne s'étaient pas retrouvés dehors et qu'il aurait répondu à Maître Aboulaye Diallo que c'est seul Yapi Roger qui avait géré les stickers, autour de 1000 stickers produits, et que c'est lui seul qui pouvait répondre à cette question-là. Voilà l'histoire des stickers, comment ça a été géré. Donc le ministère de la Construction, selon la déclaration de Yapi Roger, savait que des stickers avaient été volés dans les locaux même du ministère de la Construction et se seraient retrouvés dehors à partir desquels d'autres guides ont été fabriqués et dans lesquels des compulsions ont été faites et qui ont prospéré au ministère. Cette partie-là, c'est à la justice ivoirienne de l'éclairer. Les documents de Kobe Bakari. Nous avons la preuve aujourd'hui que M. Kobe Bakari a usé de faux pour se faire délivrer de nombreux ACD sur des dizaines de parcelles sur le lotissement Bessikwa. Nous avons la preuve que 6 lots, dont nous avons les numéros et les îlots, appartenant à la famille Mambo, ont été accaparés par Kobe Bakari à partir de documents que la famille Mambo lui aurait produits, lui donnant mandat exclusif de gérer tout le patrimoine foncier. Et ces documents-là portent les sceaux de la justice ivoirienne. Voilà un de ces documents-là. Procuration spéciale, soi-disant établie auprès du tribunal d'Abidjan. Dans les guides du village d'Abo Baoulé, les styles en question appartiennent à la famille Mambo et c'est la famille Mambo qui a son nom inscrit dans les guides de cette famille-là, d'Abo Baoulé. M. Kobe Bakari n'a son nom inscrit dans aucune partie de ces guides-là sur les lois en question. Nous avons la preuve de cela, documentaire. Alors donc, c'est à partir
de cette procuration que M. Kobe Bakary a pu s'approprier ce terrain-là et à partir donc de types parallèles a pu faire des compulsoires, non pas de l'autorité, mais ailleurs pour aller se faire délivrer les ATD à l'insu même des familles détentrices des droits coutumiers. On a la preuve aujourd'hui que les compulsoires réalisés par M. Kobe Bakary n'ont pas été faits ni à Bokaoulé, ni à Drogobité, mais plutôt dans le guide parallèle détenu selon Maître Touré au bureau de Traoré Ndoye. La tactique de Traoré Ndoye, de Kobe Bakary. M. Kobe Bakary a utilisé des pratiques mafieuses pour accaparer les parcelles. Assuré de la puissance de ses complices au ministère de la Construction, il a pu obtenir la liste de tous les lots sur lesquels aucun acte administratif n'avait été posé et aucune demande d'ATD introduite. Il a pu avoir en main les titres de la fabrication. À partir de cela, il a pu recenser tous les lots et les îlots qu'il voulait accaparer. Ainsi, sur le lot numéro 3571 de l'îlot numéro 317, appartenant à un petit-fils de la famille Mambo, le nommé Yaté, comme Bakary s'est fait délivrer un ACD et est subitement apparu sur le terrain au moment même où le petit-fils en question tentait de vendre le terrain au nommé Demba Traoré, qui lui aussi prétendait être propriétaire du terrain. Comme Bakary a expliqué au petit-fils, M. Yaté, que le terrain en question lui appartenait, qu'il avait déjà son ACD dessus, et qu'il proposait 6 millions au jeune homme pour qu'il laisse tomber l'affaire. Ce que le jeune homme a refusé. Par la suite, le jeune homme dit avoir cédé à la pression de Kobe Bakary qui disait que, ayant déjà son ACD, il pouvait prendre le terrain et que le jeune homme pouvait le prendre où il voulait. Et qu'au lendemain de cela, Kobe Bakary a fait débarquer des loupards sur le terrain, empêchant M. Yaté d'avoir accès à son lot. Et que pris de peur, il a été obligé d'accéder à la demande de M. Kobe Bakary, qui lui a versé de l'argent. Et comme il n'avait pas de carte d'identité, c'est M. Mambo Gérard, son oncle, qui a donné sa pièce d'identité, à partir de laquelle M. Kobe Bakary a fait un chèque. C'est pour ça que le chèque porte le nom de M. Mambo Gérard et non le nom de M. Yaté Meda, à qui appartenait le terrain. Voilà comment Kobe Bakary est devenu définitivement propriétaire de cette parcelle-là, sans avoir une lettre d'attribution, sans avoir une lettre de cession. Voilà comment il procède. Mais revenons à la procuration spéciale en question. Par cette procuration spéciale, voyez bien, j'espère que vous voyez bien, procuration spéciale. Procuration spéciale. À partir de cette procuration spéciale, que lui aurait délivré la famille Mambo, à l'effet d'administrer tout le patrimoine foncier, comme Bakary a intégralement dépossédé cette famille de ce terrain. Que dit cette procuration? Je m'avais voulu la mission que la famille Mambo aurait confiée à Kobe Bakary, qu'elle n'a jamais rencontrée en réalité. En tout cas, pour dire que c'est la chefferie de la famille. La procuration dit, nous sous-signer Mambo Bapoline par la présente et pour des raisons d'indisponibilité, c'est-à-dire que tous les membres de la famille Mambo disent qu'ils sont indisponibles et par conséquent, ils préfèrent confier tout à Kobe Bakary.
Par la présente et pour des raisons d'indisponibilité, nous, ayant droit de ce Mambo Yapo, constituant pour mandataire la société Cotimex CI Immobilier, représentée par son gérant M. Kobe Bakari, né le 20 janvier 1979 à Aboboga, Benjerville, de nationalité ivoirienne, titulaire de la carte d'identité, numéro, etc., etc. À l'effet de nous représenter et signer en lieu et place, en notre lieu et place, tout acte de cession. C'est-à-dire que la famille transfère tous ses droits à M. Kobe Bakari. Donc, à l'effet de signer en lieu et place de la famille tout acte de cession ou de transfert et du droit de propriété portant sur les lots issus du lotissement dénommé Bessikwa Drogobité 2, composé des lots et lots au numéro suivant. Vous voyez bien, les numéros des lots suivent ici. Nous avons compté les lots en question. Il s'agit de 272 lots. 272 lots. Donc, la famille Mambo aurait confié à Kobe Bakari le droit de propriété, de cession, de tout ce qu'il faut, de transfert de tout, sur 272 lots appartenant à la famille. La mission continue, la population dit, nous demandons à Taouré Nouvier, à Kobe Bakari, de procéder au recouvrement afférent, au recouvrement de nos parcelles, 6 à Bessikwa, Drogobité 2, et de toute créance afférente aux dites parcelles, de nous représenter et agir en notre nom et pour notre compte, devant toutes les autorités judiciaires et administratives de Côte d'Ivoire, compétentes pour toute affaire concernant nos parcelles, ou l'eau, 6 à Bessikwa, et toute créance afférente aux dites parcelles, de transiger éventuellement et percevoir toute somme et dénier devant nos revenus en notre qualité de propriétaire terrien et créancier. Voilà la mission que la famille Mambo aurait confiée à Kobe Bakari à partir de cette procuration spéciale établie soi-disant devant le tribunal de première instance d'Abidjan sous la signature du magistrat Sam Jean-Claude. Et pourtant, le cachet du ministère de la Justice et du tribunal d'Abidjan. À partir donc de cette mission, M. Kobe Bakari a pu, devant la justice, devant le ministère de la Construction, se faire délivrer des dizaines d'ACD sur les terrains appartenant à la famille Mambo. Alors, ce qui est grave, c'est qu'en réalité, sur les 272 lots listés ici, dans cette procuration, la famille Mambo n'en dispose pas de plus de 10. En réalité, la famille Mambo n'a que environ 6 lots dans cette liste-là. Tous les autres lots appartiennent à d'autres familles de Drogobité. Mais ayant été recensé sur ce document-là, comme appartenant à la famille Mambo, Kobe Bakari a pu en disposer à sa guise de 2017 jusqu'à maintenant. C'est ce qui explique que les gens à qui la famille Mambo vend les terrains découvrent que leur terrain est porté d'un ACD déjà délivré à Kobe Bakari, alors même que son nom n'est pas dans les titres. Et donc, cette procuration spéciale-là a permis à Kobe Bakari d'agir comme un roi à Abidjan, devant la justice, devant le ministère de la Construction, devant même la police. Et c'est ce document-là, plus d'autres, qui nous avons produit à nous, éléphants déchaînés, que notre confrère Saïd Penda a utilisé pour faire cette vidéo en disant que M. Kobe Bakari détient une procuration spéciale que lui, Saïd Penda, a fait authentifier auprès de la justice, auprès de hautes autorités judiciaires. Et donc,
Kome Bakari est victime d'un lynchage organisé par l'école déchaînée avec son patron. Sauf que, au cours de la procédure qui a cours actuellement devant le commissariat de 40e arrondissement, Kome Bakari, pour justifier que la famille Mambo lui le poursuit à tort, a produit ce document-là, devant lequel la famille Mambo est tombée des nues. Puisque jamais, dit-elle, ce document n'a été produit à Kome Bakari. Et que jamais ils n'ont concédé à M. Kome Bakari aucune mission sur les terres parce qu'ils ne le connaissent pas. C'est pour ça qu'ils ont porté plainte pour faux et usage de faux. Nous avons été à Djorobité, interroger les membres de la famille Mambo, réunis. Tous ont nié avoir donné un tel document à Kome Bakari. D'après eux, c'est trop grave. Alors même qu'ils sont vivants, ils ne peuvent pas donner toutes les terres en pleine propriété pratiquement à Kome Bakari. Mais n'ayant pas les moyens d'authentifier l'acte, ils n'ont pas que porter plainte pour faux et de faux et espérer que la police ferait la lumière sur l'affaire. Dans ce cas-là, nous, éléphants déchaînés, et surtout le député que je suis, pour découvrir la vérité, j'ai décidé de mettre à la disposition de la famille Mambo un avocat de Côte d'Ivoire, enregistré auprès de la Cour d'appel d'Abidjan. L'avocat en question a reçu mandat d'introduire auprès du tribunal d'Abidjan une requête aux fins de compulsoire pour vérifier si cette procuration a été établie par le tribunal d'Abidjan à la demande de la famille Mambo pour le bénéfice de Kome Bakari. Le 3 mars 2025, Maître Esso Serge, avocat à la Cour d'appel, agissant pour le compte de la famille Mambo, a introduit cette requête de compulsoire auprès de la présidente du tribunal d'Abidjan, Mme Touré Aminata, épouse Touré. Objet, vérifier si la procuration spéciale en question a été délivrée par le tribunal d'Abidjan et effectivement enregistrée dans les registres de procuration du tribunal d'Abidjan à la date de 2017. La procuration en question porte le numéro 16-25/2017, censé avoir été délivrée par le juge Sam Jean-Claude. Sur la base de cette requête-là, Madame la présidente du tribunal d'Abidjan a rendu l'ordonnance numéro 1163 du 10 mars 2025. Voilà l'ordonnance en question. Je peux même vous montrer l'original d'ordonnance qui est là, qui a permis de faire donc le compulsoire. Voici l'original de l'ordonnance. Le jeudi 13 mars 2025, le commissaire de justice commis par nos soins à travers Maître Oussoué Serge est allé signifier l'ordonnance de compulsoire au greffe du tribunal d'Abidjan, au greffier du tribunal d'Abidjan. Voilà la signification de l'ordonnance. Le greffe du tribunal a reçu donc copie de l'ordonnance et a donné rendez-vous au commissaire de justice pour compulser les registres du tribunal d'Abidjan le lundi 17 mars 2025. Voilà le procès verbal de compulsoire qui a été réalisé le lundi 17
mars 2025 au tribunal d'Abidjan, Côte d'Ivoire, tribunal du plateau. Que révèle le compulsoire? Le compulsoire a été réalisé en présence de Bléda Fernand, greffier au tribunal d'Abidjan, lequel a mis à la disposition du commissaire de justice les registres de procuration du tribunal d'Abidjan de 2015 à 2021. Et donc, le commissaire de justice a compulsé l'ensemble de ces registres-là. Notons que la procuration spéciale a été établie en 2017 et porte le numéro 1625. Voilà les conclusions du compulsoire réalisé au tribunal d'Abidjan. La procuration 1625/2017 du 29 décembre 2017 n'existe pas dans les registres du tribunal d'Abidjan. La dernière procuration de l'année 2017 est la procuration numéro 1624/17. Après cette procuration, on tombe sur les procurations de l'année 2018. Conclusion donc, cette procuration spéciale en question est un faux document qui n'a jamais été établi au tribunal d'Abidjan. Alors, où est-ce que notre confrère Saïd Penda prétend avoir authentifié ce document-là? Pour en avoir le cœur net, nous avons approché notre confrère, M. Saïd Penda, pour lui demander de nous mettre à disposition les éléments qui l'ont permis d'authentifier l'acte en question. Pour authentifier un acte de ce genre, il y a deux procédures. Soit on passe par la voie du compulsoire dans les registres où l'acte est censé avoir été enregistré, soit on fait une expertise graphologique des signatures qui sont sur l'acte. Nous avons pris la première procédure et nous avons découvert que l'acte n'existe pas au tribunal d'Abidjan et c'est un faux. Alors, nous avons interrogé notre confrère Saïd Penda à l'effet de nous donner son résultat. Au lieu de nous répondre, et nous envoyer cette réponse-là, au lieu de nous donner des éléments, et nous envoyer cette réponse agressive. Vous avez été dans le sensationnel en vous contentant de relayer des plaintes et déclarations des individus et vous appelez cela une investigation. C'est maintenant que vous voulez suivre une véritable démarche journalistique et vous comptez sur moi pour mettre à votre disposition des éléments, informations collectées par mes soins que je n'ai pas encore publiées. Vous êtes drôle. Je continue de travailler et mon article répondra à toutes vos questions. Bonne journée. Voilà la réponse que M. Saïd Penda nous a donnée. Que dire? Que M. Saïd Penda a menti. Il a blanchi le faux commis par M. Koumé Bakary en induisant l'opinion publique en erreur, en jurant sur le Coran qu'il a pas authentifié ce document auprès de la justice ivoirienne et que ce document existe et est authentique. Alors que ce document est un faux. M. Saïd Penda a donc blanchi le faux et s'est rendu complice de recel de faux et d'usage de faux, en induisant au passage l'opinion publique en erreur et en jetant le discrédit sur les hauts magistrats qui l'auraient soi-disant interrogé. Interrogé par les défenses déchaînées, M. Koumé Bakary n'a pas été en mesure de nous dire qui lui a vraiment donné cette procuration. Évidemment qu'il ne peut pas le donner parce que c'est un faux qui de lui a jamais été délivré par la famille Mambo. Or, tout le faux sur de l'Ogobité prend sa source dans cette procuration spéciale qui a prospéré devant le ministère de la Construction, qui a prospéré dans des procédures judiciaires et qui a permis d'exproprier des familles. Il y a 272 lots sur cette procuration.
Des familles entières de Drogobité ont leur lot sur cette procuration et n'ont pu depuis 2014 avoir un seul lot. Ils ont tout perdu. La justice ivoirienne, à travers le tribunal de Benjerville qui est sur l'enquête, pourra donc interroger Komé Bakary pour qu'il dise où ce document lui a été délivré. En tout cas, ce n'est pas au tribunal d'Abidjan, alors même qu'il a utilisé le sceau du ministère de la Justice et le nom d'un magistrat, M. Sam Jean-Claude, qui est aujourd'hui conseiller du ministre de la Justice de Côte d'Ivoire. Nous avons fait des vérifications auprès du ministère de la Justice pour voir si M. Sam Jean-Claude se reconnaît dans ce document-là. M. Sam Jean-Claude, selon nos informations obtenues auprès du ministère de la Justice, dit n'avoir jamais signé aucune procuration quand il était au tribunal d'Abidjan. Voilà, selon nos sources, interroger la réponse de M. Sam Jean-Claude. Alors, chers Ivoiriens, toute l'histoire de Drogobité est ainsi terminée. Tout est faux. Le ministère de la Constitution a été peut-être induit en erreur de bonne foi ou a été complice de Komé Bakary. Les enquêtes vont le démontrer. Puisque des stickers ont été soi-disant volés au ministère. Et le ministère ne s'est pas donné les moyens de retrouver les volets des stickers qui ont servi à semer le désordre total dans l'affaire de Drogobité. Ce document-là a été produit par M. Komé Bakary comme étant une lettre, il y en a plusieurs comme ça, qui aurait été signée par le chef de Drogobité à l'effet d'informer le ministère que les terrains en question appartiennent à Komé Bakary et non aux autres propriétaires. Ces documents sont faux. Ils prennent tous la source dans cette procuration-là. La signature du chef de Drogobité a été scannée et apposée sur ces documents-là, à partir de ce faux commis dans la procuration. Or, ces documents-là ont prospéré devant le ministère de la Construction, puisque c'est le chef maintenant qui parle dedans et qui demande au ministère de la Construction d'annuler les lots pour les vrais acquéreurs et de traiter les dossiers de Komé Bakary. Et le ministère, sans vérification auprès du chef, a effectivement traité les dossiers d'APD de Komé Bakary à partir de ce genre de lettres-là. Chers Ivoiriens, voici résumé l'affaire de Drogobité. Je dis que l'enquête, sa rédaction fait 75 pages. Avec la documentation, on est autour de 100 pages. Je vous l'ai résumé en 12 pages. Alors, qu'est-ce que tout cela inspire? Et avant de poursuivre, je voudrais dire ceci. Et ça concerne mon collègue Saïd Penda. Les Ivoiriens souffrent. Des individus utilisent des moyens frauduleux pour exproprier des pères et des mères de famille. Des gens qui ont économisé toute une vie pour acheter un terrain. Et les individus viennent les déposer le terrain à partir de faux. Ils pleurent, ils se lamentent, ils sont dans la détresse. Certains font des AVC. L'affaire éclate. Pendant qu'on recherche la vérité, toi, Saïd Penda, toi, tu participes à ennoblir le faux, à détourner l'attention des Ivoiriens, à blanchir le faux et à attaquer des journalistes ivoiriens qui font leur travail. À brouiller toutes les pistes. Ça s'appelle de la complicité objective. Du recel de faux et de faux, blanchiment de faux et de documents administratifs, induction de l'opinion en erreur, et je voudrais dire à mon collègue, mon confrère, d'arrêter cela, d'arrêter ces pratiques-là.
une minute, d'arrêter ces pratiques qui consistent à tromper les gens. Dame Touré Hélène a perdu son terrain sur la base d'un faux, commis par Komi Bakari. Il est poursuivi pour faux usage de faux. M. Tchadi Penda dit qu'il n'y a aucune procédure contre Komi Bakari. Ce qui est faux, alors que la dame a perdu son terrain. Sa famille est dehors, à la rue. Voilà des gens que nous avons accueillis dans notre pays. Par notre hospitalité, ils ont pu se procurer notre nationalité. Et aujourd'hui, ils se mettent avec les bourreaux pour déposséder les Ivoiriens de leur terre. En se faisant passer pour un journaliste d'investigation, soi-disant ayant travaillé à la BBC. J'appelle le procureur de la République à demander des comptes à M. Saïd Penda pour qu'il apporte la preuve de l'authentification des documents dont il s'est prévalu sur les réseaux sociaux. Il a juré les avoir fait authentifier auprès du haut magistrat. Il faut qu'on l'interpelle pour que tout ça s'arrête. Il y a trop de souffrance. Les gens perdent leur terrain et il y a des individus qui sont là pour aggraver leur souffrance. Vraiment, je voulais prendre 2 mots pour dire cela. Je m'excuse de m'être étalé là-dessus, mais c'était important de faire cela. Il faut arrêter ça. Alors, ce que je veux dire pour terminer ce live-là, ça tient en quelques mots. Ça tient en quelques mots. Laissez-moi une minute, je vais y arriver. Voilà. Au final, donc, Komi Bakari a utilisé des moyens frauduleux. Voilà. Des moyens frauduleux pour accaparer des terres à Djorogobité 2. Il a eu accès au titre de ce village dès leur confection à l'imprimerie. Et cela lui a permis de faire toutes les manipulations avant même que les titres n'arrivent à Djorogobité. 2. Le nommé Traoré Nouvier et Komi Bakari sont au cœur du scandale. D'ailleurs, l'enquête de la police les a mis formellement en cause. L'instruction ouverte auprès du parquet de Bézerville pourra permettre de situer la responsabilité de chacun. Je ne donnerai pas d'autres détails à raison de ce que l'affaire est désormais en instruction. Et donc, on va s'en tenir à cela, vu que ça, c'est le résultat de l'enquête de l'éléphant de Chény. Le ministère de la Construction, à travers la direction du domaine urbain, doit expliquer aux Ivoiriens comment les gens ont pu avoir les stickers qui ont servi à authentifier des deals parallèles. Que la DDU explique aux Ivoiriens les démarches qu'elle a menées pour retrouver ces stickers après avoir découvert qu'ils ont été volés au ministère de la Construction, selon les déclarations de M. Yapi Roger. Pour les victimes, le bout du tunnel n'est plus loin. Le traitement diligent par la police, par la justice, des nombreuses plaintes au pénal porté contre Komi Bakari pour faux et usage de faux devrait leur permettre d'avoir les arguments juridiques pour rentrer ou remettre en cause tous les ACD de Komi Bakari ainsi récupérer leur terrain. Le faux n'est pas créateur de droit. Avec les preuves matérielles, authentiques, y compris obtenues auprès du tribunal d'Abidjan, qui démontrent qu'il y a eu du faux, les victimes pourront désormais récupérer leur terrain. Quand M. Komi Bakari, on l'espère, aura rendu les comptes à notre justice. Pour terminer, je vous dis ceci. Les expropriations de terres ont atteint un niveau alarmant dans notre pays. L'affaire de Djorogobité 2 est l'un des symboles de la corruption qui étreint notre pays et notre administration publique. Des acquéreurs de bonne foi qui ont utilisé toutes leurs économies
ont tout perdu du fait des agissements de cette mafia du foncier qui n'hésite pas à proposer des terrains à des journalistes, à des officiers de police, à EBP pour espérer éteindre cette affaire. La vie de plusieurs Ivoiriens injustement expropriés est en jeu. Les journalistes de l'éléphant déchaîné restent vigilants et suivent les gestes des uns et des autres jusqu'à ce que la justice arrête les faussaires et rétablisse les victimes dans leurs droits. Enfin, ce matin, 19 mars 2025, j'ai déposé en ma qualité de député de la nation, représentant les populations de Côte d'Ivoire et par conséquent les victimes dans cette affaire, une plainte contre le nommé Kome Bakari, que j'ai également dénoncé auprès du procureur pour avoir utilisé des pièces d'identité différentes avec des lieux de naissance différents pour induire notre administration en erreur. J'ai demandé au procureur de la République de faire procéder à des vérifications sur les documents de M. Kome Bakari, pour ce qui concerne ses lieux de naissance, né au Mali et né à la fois en Côte d'Ivoire, ce qui est matériellement impossible. Ensuite, j'ai porté plainte contre Kome Bakari pour avoir été trop loin jusqu'à utiliser les sceaux de la justice ivoirienne, jusqu'à utiliser les sceaux de la République de Côte d'Ivoire, avec des documents en tête du tribunal d'Abidjan, avec des signatures imputées à des magistrats qui jamais n'ont signé ces documents. Les sceaux de notre République ont été donc contrefaits et utilisés pour obtenir des décisions de justice, pour obtenir des actes administratifs. Et par conséquent, c'est un acte absolument grave. Et donc, j'ai saisi le parquet d'Abidjan à l'effet d'ouvrir une investigation pour que M. Kome Bakari s'explique sur l'industrie du faux qui lui a permis de fabriquer tous ces documents avec les armoiries de l'État de Côte d'Ivoire. La plainte a été déposée et enregistrée sur le numéro 2312 du 19 mars 2020. J'espère que notre justice, que le procureur de la République fera suivre ça auprès de la police ou de la gendarmerie pour que M. Kome Bakari nous dise quel est le tribunal de Côte d'Ivoire qui lui a délivré la procuration spéciale à partir de laquelle il a accaparé 272 lots. J'espère que M. le ministre de la Justice, M. Sansan Dambélé, qui est le gardien des sceaux de notre République, ne restera pas les bras croisés devant ce scandale immense où un seul individu a utilisé des faux documents pour troubler l'ordre social, pour commettre des victimes graves, exproprier des pères et des mères de famille, des gendarmes, des policiers, des simples citoyens de leur terre. J'appelle donc M. le ministre à instruire ses services du parquet pour que, de façon diligente, M. Kome Bakari donne les noms de tous les complices qui lui ont permis de produire tous ces faux documents avec les sceaux de la République de Côte d'Ivoire. Et j'ai agi en cela en tant que député de Côte d'Ivoire. Je voulais donc encourager les victimes à ne pas se taire et à se battre. S'il faut mettre des avocats à votre disposition, il y a des avocats en Côte d'Ivoire qui sont prêts à nous accompagner pour que justice soit rendue, parce que nous sommes tous en danger. Si cette affaire n'est pas réglée en profondeur, si les faussaires, tous les complices de l'administration ne peuvent pas arrêter, qu'on soit avocat, qu'on soit magistrat, qu'on soit
officielle de la République de Côte d'Ivoire, nous sommes tous en danger parce que si des individus peuvent prendre des faux documents pour avoir des ACD, aucun d'entre nous n'est en sécurité. C'est une affaire avec laquelle nous ne devons pas jouer. Voilà, chers Ivoiriens, ce que je tenais à vous dire. Merci de m'avoir écouté. Ce live va durer 1h30. Il est 22h34. Vous êtes 10 000 personnes en ligne. 6 000 personnes sur TikTok. Donc 16 000 personnes en ligne. Chacun de vous, ce soir, doit réfléchir à la nature de la société que nous voulons laisser en héritage à nos enfants. Moi, je suis terrorisé à l'idée que demain, je ne sois pas là et que dans ce pays-là, des individus puissent utiliser notre justice, notre administration, avec des faux documents, pour induire des magistrats en erreur. D'ailleurs, toutes les décisions rendues au bénéfice de Koumé Bakary par le tribunal d'Abidjan doivent faire l'objet d'audit pour qu'on s'assure que ce sont des décisions authentiques. C'est vraiment important. Et donc, je suis terrorisé de partir de cette terre-là et laisser mes enfants dans un tel pays où le faux est à tous les carrefours et où les Ivoiriens eux-mêmes, on a l'impression qu'ils n'ont pas conscience du danger qu'ils vivent. Il faut que Koumé Bakary soit arrêté. Pour qu'il s'explique. Il y a plus de 16 plaignants contre le seul individu. Ça fait beaucoup. Les victimes n'ont pas d'argent. Ils ne peuvent pas prendre d'avocat. La preuve, les membres, pendant 8 ans, n'ont pas pu avoir la preuve que cette population-là était fausse. Il a fallu que nous mettions à leur disposition un avocat pour faire le travail, pour qu'aujourd'hui, ils aient un élément matériel qui va leur permettre de porter maintenant formellement plainte contre Koumé Bakary dès demain ou après-demain. Et nous allons les assister jusqu'au bout. Comme nous allons assister toutes les victimes jusqu'au bout. J'appelle tous les Ivoiriens qui ont un souci sur le foncier à ne pas se taire, à nous saisir. Aujourd'hui, nous avons été saisis par près de 200 personnes qui sont victimes d'expropriation. Nous enquêtons sur leur dossier. Ça prend de l'argent. Nous dépensons énormément d'argent pour faire cette enquête-là, pour payer les honoraires des commissaires de justice et des avocats, rien que pour la manifestation de la vérité. Et c'est au nom de la Côte d'Ivoire que nous le faisons. De cette nouvelle Côte d'Ivoire dont nous rêvons, où chacun sera protégé dans ses biens, dans sa propriété, et pourra maintenant faire du commerce, pourra faire des activités sans craindre que demain, il perde tout. Merci beaucoup. Bonne soirée et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.